Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Roxyfrog, coucou Katsu, comment ça va? Début de semaine, c'est lundi. Je suis pas dans la même forme que lundi dernier, je vous le dis, hein. Lundi dernier, j'étais au taquet. Là, pas du tout. Je subis, je suis fatiguée. Voilà, j'ai pu manger un petit peu avant, donc j'ai un peu moins faim que si j'avais pas mangé. Logique. Mais voilà, ça va donner. Mais on est habitué, n'est-ce pas? Déjà, ben oui, quand on passe une journée au taf en mode focus, ça fatigue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'amour. On va pas parler que de ça. Voilà, je ne savais pas quel titre donner à ce live parce qu'on va parler de pas mal de sujets finalement, hein. Et ça sera pas tant fleur bleue comme le craint Katsu. Donc voilà, on va parler de plein de choses, d'expériences, tout ça. Pas qu'on se regarde ça, test d'appétit. Non, on fait pas de test d'appétit, s'il vous plaît. Tac, 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 tac. Alors, on est comment? Retrouvons les boutons. Tac, 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 tac. Donc, mettez-vous en place parce qu'on va le lancer dans la foulée. Tac, tac. On va s'installer tranquillement. Tac. Alors, nanana. Ouais, on va parler je sais pas trop pourquoi. J'aurais renommé ce quiz. Je pense qu'il serait tombé beaucoup plus tôt parce qu'on va pas parler tant d'amour, hein, en vrai. C'est... Ouais, non. Bref, on verra. Mais non, tu vas voir, ça n'a rien à voir. On parle pas d'amour ce soir. Allez, on est parti avec une première théorie. Enfin, théorie. Ouais, c'est pas qu'une théorie, hein. On va apprendre plein de trucs. Mais elle est pas là. Tu sais qu'elle t'a lâché, hein, salement. Alors, qu'est-ce que l'effet Lee-Boot? Lee-Boot. Est-ce que c'est une synchronisation hormonale entre mâles, un phénomène biologique affectant le cycle des femelles, une baisse de libido chez les mâles en captivité ou une augmentation de l'agressivité entre femelles? Nous parlons d'animaux, évidemment. On ne parle pas d'humains lorsque l'on parle de mâles et de femelles. Je préfère préciser. Ah, oh, ok. Donc on en a deux qui étaient sur la bonne voie. Bien joué. Donc effectivement, l'effet Lee-Boot, c'est un phénomène biologique qui concerne les animaux, et notamment les rongeurs, si vous avez regardé l'image. Donc en fait, on a observé des changements dans le cycle de reproduction des femelles lorsqu'elles étaient en présence de mâles ou d'odeurs mâles dans leur environnement. Donc dans un groupe de femelles isolées sans exposition aux mâles, leur cycle reproducteur est régulier. Et lorsque des mâles sont introduits dans leur environnement, les femelles vont alors pouvoir présenter des changements dans leur cycle reproducteur. Je vais pas y arriver, je vais faire que bégayer. En fait, c'est ça, quand je suis fatiguée, je bégaye. Bon, bref. Sous certaines conditions, les femelles qui vont être soumises aux signaux masculins, elles peuvent cesser de produire des ovules et de manifester des signes de chaleur, ce qui peut amener temporairement à l'arrêt de leur cycle reproducteur. Bon, ce qui est pas très pratique du coup. Donc, je sais pas, enfin, les hommes, je sais pas trop, mais on l'entend souvent, que à force de se fréquenter, il y a certaines femmes qui vont se synchroniser au niveau de leur cycle reproductif. Moi, je l'ai constaté personnellement. En tout cas, c'est assez bizarre, hein, mais voilà. Les femmes, à force d'être entre elles, elles se synchronisent au niveau de leur cycle. Et donc ce phénomène, il est étudié depuis 1970. On a commencé à s'intéresser à des femmes collègues qui partageaient le même lieu de travail. Et c'est d'ailleurs à partir de ces expériences qu'on a découvert la preuve des phéromones humaines. Mais concrètement, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de parallèle direct entre cet effet Lee-Boot et un effet similaire chez les humains. Le cycle des femmes, il peut être perturbé par énormément de facteurs et de mécanismes hormonaux. Mais bon, voilà, c'est plutôt rigolo comme anecdote. Je vais la choper celle-là. Oh, et pas de violence. On ne commence pas avec de la violence. C'est plus complexe que je le pensais. Oh, mais c'est que la première question, t'as pas fini. Emmanuel synchronise les droits pour... Oui, c'est ça doit être ça surtout. On passe à la prochaine question. Lorsqu'on décrit une personne qu'on vient de rencontrer, de quoi on va parler en premier? On est là, je parle avec une amie, et je vais lui parler d'une personne que je viens de rencontrer. De quoi je vais lui parler en premier? De sa taille, de sa voix, de son visage ou de ses vêtements? C'est un peu subjectif, hein, mais attention, on se base sur des études toujours, mais ça va, vous êtes dedans. Donc effectivement,
lorsqu'on va rencontrer quelqu'un et on va faire le récap à son ou sa meilleure amie, qu'est-ce qu'on va décrire en premier au sujet de cette personne? Ben, généralement, dans la majorité des cas, ça va être son visage. Comme on dit, ben, les yeux, c'est des fenêtres sur l'âme. Et on sait très bien que pour établir une complicité, ben, le contact visuel, il est très important. On poursuit. Plus on regarde l'autre dans les yeux, plus on accentue ses réactions affectives, on provoque l'ennui, on se dissocie émotionnellement ou on diminue l'intérêt. À savoir qu'il y en a qui n'aiment pas du tout être regardés droit dans les yeux. Ok, on est pas mal. On a une bonne série de réponses d'affilée. Donc plus on va regarder l'autre dans les yeux, plus on va accentuer ses réactions affectives et donc avoir une lecture de l'émotion de l'autre. Un visage, ça va s'animer, ça va relier un état émotionnel intérieur. Et ça va aider à choisir, entre gros guillemets, son prétendant. En regardant la réaction de l'autre lorsqu'il parle, lorsqu'il reçoit un cadeau, lorsqu'il va raconter quelque chose, on va voir si on adhère ou non à ce qu'on lit sur son visage. C'est vrai, enfin, les réactions du visage, si on n'aime pas trop, ça va soit attirer, soit rébuter. Hein. Donc les traits physiques d'un visage vont nous attirer évidemment, mais la beauté s'explique aussi par la sympathie qu'on va ressentir pour une personne lors d'une émotion partagée. Et vous, alors, quand vous lisez un visage, qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous y lisez? Plus on peut le gêner si tu fais ça dans un bus. Oh, alors oui, mais ça peut occuper le trajet en bus aussi. Voilà. On passe sur un autre thème. Quel est l'outil le plus employé pour mettre en valeur son intelligence? Le style vestimentaire, la conversation, la posture corporelle ou le regard? Alors, je vous spoile pas encore le thème qui vient. On va y aller progressivement. Ok, effectivement. Alors, pour mettre en valeur son intelligence, oui, ça va être plutôt la conversation, la posture, elle va pas trop dégager notre intelligence. Donc ça va être la conversation, parce que lors des conversations, on va pouvoir évaluer certaines compétences chez l'autre, son maniement des mots, son écoute, sa compréhension des blagues ou des taquineries, son raisonnement, sa capacité à échanger des points de vue, enfin voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir mesurer, entre guillemets, l'intelligence de la personne qu'on a en face de nous. Si c'est les frères mais quand même, voyons. Après, ça permet de voir certaines choses aussi, mais pas l'intelligence, pas l'intelligence. On passe à 3 questions. Qu'est-ce qui indique l'intelligence dans une conversation? Le ton employé, l'étonnement provoqué chez l'autre, la fluidité verbale ou le nombre de mots complexes utilisés? Faut prendre en premier, ça devient. Pas toujours, non? Non. C'est marrant, ça. Intéressant. C'est cool. Non, mais c'est bien que vous soyez tombé dans le truc. Ça permet de développer. C'est bien si vous savez, si vous connaissez pas tout aussi, c'est plus intéressant. Si une conversation n'étonne pas, on va la percevoir comme intrigante, ennuyeuse, superficielle ou dérangeante. C'est quand même mieux une conversation qui étonne, qui nous fait creuser, qui nous fait approfondir le sujet. Si c'est plat, c'est voilà, c'est ennuyeux quoi. 3e question. Quelle est la meilleure façon d'étonner dans une conversation? L'humour, le silence, la contradiction ou l'érudition? J'ai plein d'actualités. Étonnant, malheureusement, elles sont aussi toutes... Oui, mais bon, ça reste intéressant aussi. Ça reste intéressant. Ok. Bon, on aurait pu comprendre un petit peu le sujet qui arrivait. Donc, les études scientifiques s'accordent aujourd'hui à dire que l'intelligence révélée par la conversation se manifeste surtout dans l'étonnement qu'on arrive à provoquer chez l'autre.
Lorsque cet étonnement ne se produit pas, ben, on aurait tendance à dire que la conversation est ennuyeuse. Il y a des tas de façons pour étonner l'autre, mais la meilleure, en termes de conversation, ça serait l'humour. Voilà, et c'est là où donc on arrive au sujet de l'intelligence et de l'humour. On poursuit. Selon les études, les meilleurs scores d'intelligence vont souvent de pair avec une posture rigide, un ton autoritaire, un grand sens de l'humour ou une grande mémoire. Ça veut dire quoi la dernière réponse? Alors c'était quoi? C'était l'érudition, je crois. C'est le fait de... Enfin, je sais même pas si le mot existe, mais c'était un truc du genre, non? C'est le fait d'avoir énormément de connaissances, de connaître beaucoup de choses, d'être érudit. Je crois que c'était ça, hein, mais peut-être que je réponds totalement à côté, désolée, je sais plus ce que c'était. On se va. Donc oui, effectivement. Pardon. Je me moque, mais bon, on est en train de parler d'humour, donc c'était presque un point gratos, quoi. Donc, de nombreuses études ont montré que ceux qui ont un grand sens de l'humour ont également les meilleurs scores d'intelligence. Et donc, la construction de l'humour et sa compréhension, ça requiert plusieurs types de capacités cognitives, et la démonstration de ces qualités nous en apprend donc beaucoup sur la personne que l'on a en face de nous. Il n'y a qu'à voir les personnes qui n'ont pas d'humour, qui n'ont pas de second degré, toutes ces choses-là, ça parle beaucoup, hein. Enfin, voilà. Donc, voilà, l'humour, finalement, ça parle pas que de blagues et de rire, tout ça. Ça montre vraiment les capacités cognitives et, enfin, la façon de construire sa pensée. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière. Moi, j'ai rien dit. On continue. Partager le même humour, c'est être toujours en désaccord, apprécier les mêmes livres, avoir une enfance similaire ou partager une façon de décoder le monde. Exactement, voilà, la grossophobie, au racisme et compagnie, tout à fait. Quand on a le même sens de l'humour, déjà on s'entend mieux, et c'est bien, mais on va partager une façon de décoder le monde et un point de vue qui va être commun sur sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Voilà, et donc ça c'est libre à chacun de voir. On passe à 2 questions. Rire ensemble favorise le conformisme, l'intégration sociale, le rejet de l'autre ou l'individualisme. Ok, pas mal. Ça va. Il y en a qui se sont remis à suivre de quoi on parlait. Et le rire partagé est perçu comme une forme de sarcasme, une fuite de l'intimité, une preuve de domination ou un signe d'empathie. Ok, c'est bon, on a raccroché tout le monde. Donc rire avec d'autres personnes, c'est une façon de s'intégrer dans la société et on va estimer que le rire partagé, c'est un signe d'empathie entre individus. Et enfin, le rire, il est thérapeutique. En riant, on stimulerait notre système immunitaire jusqu'à 12 heures après avoir ri. Donc on améliore notre humeur et on chasse le stress. C'est plutôt bien, il faut rire, c'est important. Alors, on va passer à une autre, une autre notion, c'est l'effet Coolidge. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, mais donc, selon la légende, le président américain Calvin Coolidge, je vais vous le noter parce que en vrai, c'est bizarre à prononcer de toute façon. Voilà. Donc, ce président américain et son épouse, ils seraient allés visiter un élevage bovin. Et la dame, elle aurait été impressionnée par un taureau. J'ai l'impression de raconter une vieille blague bof, mais pas du tout. Pas du tout. On est vraiment dans de la théorie. Et donc, elle est impressionnée par un taureau qui inséminait jusqu'à 17 vaches par jour. Et elle se serait alors tournée vers son mari pour lui dire, tu vois, 17 fois par jour, c'est voilà. Et à ce reproche, le président aurait répondu, certes, ma chère, mais pas avec la même. Bon. Et donc, on passe aux 2 prochaines questions. Quel autre nom donne-t-on à l'effet Coolidge? Et on faut rire et plus un steak dans le prochain zéro pour Oh là là! C'est drôle! Il est cool, lui. Voilà, il est cool, exactement.
Alors, quel autre nom? L'effet nouveauté, l'effet d'empreinte, l'effet boomerang ou l'effet miroir? Si on tient compte de ce charmant échange entre le président et sa femme, on a une personne qui a la bonne réponse. Et effectivement, l'effet Coolidge, c'est l'effet nouveauté. On fait la deuxième question. Que décrit l'effet Coolidge? Une perte de libido après la grossesse, un désintérêt croissant pour le sexe, un regain d'intérêt sexuel face à un nouveau partenaire ou une obsession pour la fidélité. Ok, ah là, on comprend par contre. Ok, très bien. Et bien joué pour les 8 bonnes réponses d'affilée. C'est très très bien. Donc l'effet Coolidge, il est aussi connu donc sous le nom d'effet nouveauté et il est impliqué dans la libération de neurotransmetteurs de l'amour. C'est un concept qui fait référence à l'idée que les individus, ils auraient tendance à manifester un regain d'intérêt sexuel ou une plus grande excitation sexuelle lorsqu'ils sont exposés à de nouveaux partenaires sexuels plutôt qu'à leurs partenaires familiers. Cet effet, il est utilisé afin d'expliquer pourquoi les individus ils pourraient ressentir un déclin de leur excitation sexuelle au sein d'une relation à long terme, parce que la familiarité avec leur partenaire pourrait réduire la nouveauté et donc l'excitation. Cependant, il est bien important de noter que la complexité des relations humaines et de la sexualité ne peut pas être réduite à une simple anecdote, hein, qu'on soit bien d'accord. Et vous le savez très bien, il y a de nombreux autres facteurs qui influencent la dynamique des relations sexuelles et amoureuses. Mais il n'y a personne qui m'a écrit. Mais t'as vu, c'est que le lundi, du coup, que ça le fait. Personne m'a écrit. Mais genre vraiment pas. C'est peut-être à toi qu'on a écrit. C'est peut-être toi. Je sais pas. Non. Alors, à présent, on va parler des dangers du braconnage et on va pas parler d'animaux, hein. Enfin bon, tout est relatif. Quelle inquiétude biologique concerne les hommes? Transmettre leurs émotions génétiquement, être moins désirés à long terme, voir leur partenaire devenir plus autonome ou ne pas être le père biologique de leurs enfants. Ouais, que c'est que le lundi. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ok, on a eu un petit peu de tout. Et effectivement, il faut le savoir, il y aurait une réelle inquiétude de la part des hommes sur le fait d'être réellement le père biologique des enfants. On va développer ça. Les premières années d'un couple coïncident souvent avec des conflits majeurs, un isolement social, les années de grande fertilité ou une absence de désir. Ok, tout à fait. Tout à fait. Donc, les premières années qu'on vit avec un partenaire, elles correspondent généralement aux années de grande fertilité. Durant cette période, nos mécanismes de reproduction, ils sont au mieux de leur fonctionnement, euh, tout comme les mécanismes de communication entre les sexes, impliquant alors que l'on reste sensible au charme de ceux que nous pourrions croiser en chemin. Mais malheureusement, il y a les chiffres du divorce qui confirment tout ça. Alors, quand survient le taux de divorce le plus élevé? Juste avant la retraite, après 5 ans de mariage, au bout de 20 ans ou après 1 an de mariage? On a 4 questions. Il y a encore aucun dingue qui... Oui, ça serait un peu compliqué, effectivement. Mais en fait, c'est pour dire qu'il y a vraiment une peur chez beaucoup d'hommes de ça, quoi. Ok, personne ne l'avait. Ok, on continue, on fera tout le débriefing après. Quel pourcentage de femmes divorcées se remarient? 10, 30, 66 ou 85%? Ok. Ah oui, on a vraiment des petits extrêmes là quand même, hein. Donc effectivement, 66% se remarient. Oh, on a une remontada. Troisième question, quel pourcentage d'hommes divorcés se remarient? 20, 45, 60 ou 80? On va voir si vous êtes mieux qu'elle au niveau des hommes. C'est pas évident, ça c'est des questions à la con, hein, les pourcentages. Mais c'est des questions faciles à faire. Ok, un petit peu de tout aussi.
Et la dernière question. Comment appelle-t-on le fait de séduire une personne déjà en couple? Love hunting, triangle passif, mate poaching, seduction nesting. Ok, ça aurait pu le love hunting, ça aurait pu. Allez. Oh, putain, c'est marrant parce que ça bouge pas mal, c'est intéressant ce soir. Alors, le taux le plus élevé va se situer après 50 mariages. 3,5, on est dans les statistiques, hein. 3,5 de divorcés pour 1000 habitants. Parmi eux, 66% de femmes et 80% d'hommes se marient à nouveau. Et force est de constater que le braconnage de partenaires, donc le mate poaching, s'est bien opéré durant ces premières années de vie de couple. Anglicisme de... Donc le taux de divorce, il reflète un premier type de braconnage. Ce qui est visé, c'est une relation stable auprès du partenaire enlevé. Il va exister un second type de braconnage où ici, l'objectif est de courte durée. C'est celui qui va être le plus fréquent. Et selon les études, le taux d'aventure extra-conjugale se situera entre 20 et 50%. Et du coup, tout ça, ça va induire chez les partenaires tout un tas de mécanismes destinés à prévenir le départ du partenaire. D'abord la vigilance, une méfiance permanente qui permet de surveiller l'autre. Après, il va y avoir une grande sensibilité à tout indice qui permet d'anticiper une possible perte potentielle ou imminente. Et enfin, tout un tas de comportements tactiques afin d'empêcher l'autre de partir. Et tous ces éléments, ils vont composer notre grande amie ou ennemie, la jalousie. Et donc, on passe à un nouveau sujet. Donc les femmes apprennent donc les femmes qu'ils sont. Ça c'est connu aussi, j'ai envie de te dire. Où ils ont plus de mal à rester seuls. Alors, quelle menace les hommes perçoivent-ils le plus? Un rival au physique avantageux, un rival plus jeune, un rival avec plus de ressources, ou un rival émotionnellement distant? Enfermé dans une cave, c'est une méthode. Alors voilà, oui, tout à fait, mais c'est pas la meilleure des méthodes, hein, ni trop légale, hein. Mais il y en a qui le font certainement, mais il faut pas faire ça. Ah, c'est marrant, tiens. Ok, on fait la deuxième question. Ok, ok. Et quelle menace les femmes perçoivent-elles le plus? Une femme plus riche, une femme plus belle, une femme plus cultivée ou une femme plus âgée? Ok, là on y est. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est des études qui ont été menées en Corée, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Et elles ont montré que les hommes se sentiraient davantage menacés par des rivaux qui les dépasseraient en revenus, plan de carrière ou force physique qu'en beauté physique. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a peut-être eu une couille au niveau de la question, du coup. Oups. En revanche, les femmes, elles seraient pas gênées par des rivales qui seraient mieux payées ou qui auraient plus de force. C'est pas trop ça qui les inquiète, les femmes. Mais elles seraient mal à l'aise par rapport à des femmes plus belles de visage et de corps. Voilà. La rivalité féminine de base, quoi. On passe à deux autres questions. Que mettent en avant les femmes face à une menace perçue? Une menace perçue, c'est une autre femme. Leur humour, leur beauté, leur indépendance ou leur savoir-faire. Ok, voilà, tout à fait. Et deuxième question. Que mettent en avant les hommes face à une menace perçue? Ok, ouais. Alors, leur humour, leur discrétion, leur intelligence émotionnelle ou leurs ressources matérielles. Ok. Donc, les tactiques qu'ils vont utiliser pour retenir leur partenaire vont découler des menaces ressenties. Les femmes, elles vont mettre en avant leur beauté, parce qu'elles ont peur d'une femme qui sera plus belle qu'elles, et les hommes, leurs ressources matérielles. Ah, j'ai une grande maison, j'ai une voiture, j'ai machin, j'ai ci, gna gna gna. Et donc, dans les manifestations de jalousie, on va distinguer deux sortes de tactiques de rétention. On va voir ça maintenant. Qu'est-ce qu'une jalousie gentille?
Une jalousie passive-agressive, une jalousie ironique, une jalousie exprimée par des mots doux, une jalousie qui ne se manifeste jamais. Ok. On va voir la deuxième question. Comment appelle-t-on les renforcements positifs liés à la jalousie? Jalousie sincère, bleue, verte ou complice? Un exemple de jalousie. Ok, ouais, voilà. C'est rigolo. Vous êtes dit les couleurs, c'est pas ça. Ben, on y vient. Tu attends l'explication ou qu'est-ce que c'est ça? On fait les questions et après il y a les explications. Donc, les jalousies qu'on dit gentilles, ça va être des cadeaux, les caresses, les mots d'amour qui vont constituer des renforcements positifs. En fait, on va faire en sorte euh, de renforcer le lien avec l'autre. On a tellement peur de perdre l'autre qu'on va peut-être en faire trop pour le garder et lui montrer à quel point on est formidable. Donc ça va être l'expression d'une jalousie constructive, une jalousie qu'on dit verte, destinée à maintenir l'intérêt des deux partenaires l'un pour l'autre. Et on passe à l'autre type de jalousie. Que comprend la jalousie méchante? Des silences pesants, des menaces et des punitions, de l'indifférence ou de la culpabilisation passive. Ok. Et la deuxième. Comment appelle-t-on les renforcements négatifs liés à la jalousie? Jalousie rouge, jalousie fermée, jalousie noire ou jalousie frontale? Donc on a la jalousie verte et on a la jalousie noire. Tout à fait. Donc on a vu les tactiques gentilles, maintenant on a les méchantes qui vont constituer l'inverse des renforcements négatifs type punition comme des menaces, la bouderie aussi. Et ça peut aller jusqu'au coup, hein, voilà, la violence. Ici on va donc parler de jalousie noire. Donc ça va reposer sur des mécanismes neurophysiologiques mal adaptés et qui vont résulter d'une exagération de processus normaux de jalousie. Voilà. Donc ils peuvent pas faire comme les feux. Ça serait trop simple. Ça joue sur des couleurs. Et oui, ça joue sur des couleurs. On passe à la dernière question et le dernier thème. Et après, on se fait le petit sondage pour la semaine prochaine. Et voilà, on ira voir Mario au premier regard. Que décrit l'effet Michel-Ange? La création d'une relation fusionnelle, la capacité à sublimer le potentiel de quelqu'un, le besoin de plaire à tout prix ou la destruction progressive d'un idéal. Ok, bon, on regarde le podium après. Donc effectivement, l'effet Michel-Ange, ça fait référence à la capacité d'un individu à révéler ou à sublimer le potentiel caché ou latent d'une autre personne. Cet effet, il est retrouvé dans les situations où une personne va jouer un rôle essentiel pour aider une autre personne à découvrir ou à développer ses capacités. Cette personne, elle aurait un talent, une compétence inexploitée qui a besoin d'être découvert et développé par quelqu'un qui l'encouragera et qui va lui fournir les ressources nécessaires. Si on adapte cette théorie au couple, cet effet, il va fonctionner aussi bien dans un sens positif que dans un sens négatif. Au lieu de stimuler les qualités de l'autre par son attitude positive, on peut provoquer la dégradation des rapports au sein du couple par une attitude franchement négative. Mais à l'inverse, voilà, si on stimule les qualités avec justement une attitude positive, on va pouvoir provoquer une amélioration des rapports, des compétences, tout ça, ça sera que mieux. Donc il faut toujours être vigilant et évidemment valoriser l'autre. Voilà, c'est très important. Allez, on regarde le petit podium. Donc nous avons l'élan virtuose en 3e place, suivi de l'Igre artiste. Et en première place, nous avons la gazelle, gazelle lumineux. Voilà, très bien. Et on voit pas le 4e parce que vous êtes que 4. Et suivi du 4e, du coup. Bien joué à vous. C'était pas mal. C'était pas mal. Je vais vous préparer
le petit sondage pour la semaine prochaine. Et après, donc semaine prochaine, on se fait un dernier quiz. Et après, on va se faire une pause avec du React. Et notamment avec le React de détransition, n'est-ce pas? Alors, les sujets. Live prochain. Les violences sexuelles. Introduction à la criminolo. Et les jeux vidéo. Et on sera sur la classification PEGI. Tac. On fait plusieurs choses la semaine pro. Certainement. Certainement. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ok, ok. Bon, mais très bien. Je pense que c'est tout vu alors. Alors, de quoi on va parler la semaine prochaine? Alors après mon Katsu, comme je t'ai dit, là c'est vraiment... Ça va être un très petit live, dans le sens où on est vraiment dans une introduction avec des thèmes assez basiques. Hein. On va parler donc... on va parler de quoi? J'ai pas trop envie de vous en dire. Pas qu'évidemment, je crois que vous allez aller chercher, mais bon. On va parler de tueurs en série. On va pas... Ah, mais il y a 2 lives en plus! Ah ben non, ben on a 2 semaines. Ok, on fera pas de règles de suite, on va faire 2 semaines de criminaux. Oh putain, il a mis quel game, Gatsu? Bien joué. Ok, ben voilà. Ben c'est bien, non mais c'est bien, ça me donne encore plus de temps, au moins comme ça, pour préparer. Ouais, là on va vraiment parler des tueurs en série, de leur mode de fonctionnement, enfin voilà, tout ça. Des différents types de tueurs aussi. Mais après là, voilà, pour la suite, j'ai tout fermé. J'ai déjà tout fermé. Là, j'en ai déjà... C'est où? Ah, c'est là, dans mes lives à préparer. Non? Attendez, j'ai perdu mes trucs. Attendez, j'ai perdu mes lives que j'ai préparés. C'est un peu embêtant. Je sais pas où je les ai mis. C'est problématique, vous croyez pas? Je sais que j'ai préparé des lives et je ne les vois pas. Je sais où ils sont. Si, je sais, j'ai pas préparé de live. C'est pas ça. Non, je me suis fait peur. En fait, oui, non, parce que avant que ça arrive en live, faut que ça arrive en post sur Insta. Donc oui, non, là j'ai plein de posts en criminaux. Ça fait combien? Il y a 5, minimum 5 posts. 5. Donc ça fait peut-être 2 lives. Ah ouais. Non, là, il y a des sujets intéressants qui vont revenir. Ça va changer. Enfin, ça va changer un peu. Ça va revenir sur... Enfin, on va parler de criminaux, puis on va reparler un peu de psycha et tout. Ça va être chouette. Il va savourer, oui, c'est ça. Et en vrai, pareil, le live jeu, ça va se donner plus de temps aussi, puisque dans les idées, peut-être pas trop de décalage entre tous. Ben, c'est ça, en fait. Parce que là, bah, on commence à rattraper ce qui est posté sur Insta. Donc, alors qu'à l'époque, bah, forcément, il y avait la page Insta, elle était vieille. Hein. Mais bon, mine de, 120 live psy, on en écume. Alors après, j'ai pensé à un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je me suis dit, ça peut être sympa. Bon, c'est un peu tard pour le faire, mais bon, pourquoi pas le faire là? De faire un pré-live en septembre. C'est-à-dire qu'au 11 septembre, on fait le grand live des 3 ans de psy, donc avec 100 questions sur toutes les questions qu'on a vues au long de l'année. Mais là, je me disais, pourquoi pas faire un live de 50 questions. Ça fait un live de révision. Et puis voilà, ça change un peu. Je sais pas. Il me dirait ce que vous en pensez. J'ai pensé à ça, de pouvoir le faire. Ça, je trouvais ça bien. Je sais pas trop. Tac, 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 tac. J'ai voté pour. Non mais. Et coucou maquillage, comment vas-tu? Oh là là, ça va, c'est vrai, ça fait beaucoup de travail. Et oui, bien sûr. Merci de voir mon travail.
Un live blanc. Un live blanc, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, ça va, maquillage tranquillou. Comme un début de semaine. Ça va, ça va. J'espère que toi, les nouvelles sont bonnes. C'est dommage, tu viens à la fin. On peut jamais discuter. C'est trop dommage. Faudra qu'on prenne le temps au prochain live. Pourquoi pas? En vrai, allez, pourquoi pas? Voilà, je sais pas trop quand, mais je me dis peut-être après la Crimino. Après la Crimino, comme ça me laisse encore plus de temps. On part sur du React après. Et voilà, hein. Je fais ce que je veux de toute façon, voilà. Mais bon, en vrai, si ça vous tente pas, je le fais même pas. Ça sert à rien. Mais je me dis, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc ça, voilà. Aussi, je vous ai dit que je streamais pas de la semaine. C'est faux. C'est pas faux. Enfin, c'était pas faux. Mais en fait, j'ai réfléchi. Mais vu que mercredi, en fait, je vais être en week-end, je peux streamer mercredi soir. Donc, il n'y aura pas de live à 17h30, mais on fera un live vers 20h30, entre 20h et 20h30, comme on fait le week-end. Donc, du coup, mercredi soir, on va faire l'épisode 4. Ouais, l'épisode 4 de Life is Strange. Voilà, voilà. Donc, voilà pour l'info. Je vous le rappellerai, peut-être, si j'y pense. Mais voilà, live mercredi, on fait l'épisode 4. Et voilà. Voilà, comme ça il n'y aura pas trop. J'oublierai pas trop. Et puis voilà, parce que j'aime bien en vrai. Donc voilà. Bon, les amis, merci d'avoir été là ce soir. C'était cool. Bon, on se revoit mercredi. Lundi prochain, on fait l'introduction à la Crimino. Ça va être bien sympa. Et puis voilà, hein. Tac. Ouais. Mais écoutez, passez une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à mercredi. Mercredi soir. Allez, des bisous. Ciao, ciao.